Afrique Média. Le monde, c'est nous. Ne rien dire pour nuire, surtout ne rien taire pour plaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette séquence de réflexion autour des faits d'actualité évoqués par l'ensemble de la presse africaine. C'est bel et bien votre programme. Grand Tribune qui déroule tapis rouge ce matin à Alain Billon qui est avec nous, directeur de publication pour le journal Africa Match, qui est d'ailleurs en kiosque ce matin. DP, bonjour. Bonjour Fabrice, bon retour de Yaoundé. Je suis ravi ce matin, vous savez. C'est pas tous les lundis que je suis là. Absolument. C'est de manière exceptionnelle. C'est un cas de force majeure. Voilà, que j'ai choisi être là ce matin. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais dire bonjour à un Camerounais. Il s'appelle Alain Lipoti, qui est le responsable de la communication de la jeunesse de Nkokloum, un village du côté de Bodmaka. Et ils sont en train d'abattre un travail là-bas au niveau de l'école primaire pour pouvoir arranger. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Tout à fait. Et justement, ces jours, ils ont conçu des latrines pour cette école. Je leur dis merci. Je dis bonjour à tous les habitants du village de Nkokloum, du côté de Bodmaka. Surtout que la rentrée scolaire approche à grands pas et la fièvre monte. D'ailleurs, la presse locale en parle depuis quasiment ce matin. On va aller donc au fait de l'actualité à l'ambiance, puisque l'actualité, nous la connaissons depuis quasiment la semaine dernière. C'est donc ce que d'aucuns considèrent désormais comme étant une affaire au sommet de l'État. Revenant sur le dossier, sur votre journal est d'ailleurs en kiosque et évoque cet état de choses. Mais avant que d'y arriver, Mutation également évoque donc cette actualité-là, tribunal criminel spécial, le journal remarque donc un ping-pong à bon port, entendu donc au TCS pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Le directeur général du port autonome de Douala, donc à travers un communiqué de la cellule de communication, se défend et accuse, à lire effectivement dans les colonnes du journal, Maître Atou, l'auteur de la dénonciation à l'origine effectivement de la procédure en cours du côté du Cameroun. Pile ou face, en kiosque ce matin, parle plutôt d'un acharnement à outrance, Cyrus Ngo, dans l'étau de la mafia. Nous sommes avec le journal Pile ou Face, qui est lui aussi disponible ce matin en kiosque et voit donc dans cette actualité-là une espèce d'acharnement donc à outrance. Cyrus Ngo qui serait donc dans l'étau de la mafia. La nouvelle qui est en kiosque ce matin, il voit pour lui une affaire donc au sommet de l'État. Je l'ai dit, c'est un duel donc à mort entre deux hauts commis de l'État. Le ministre délégué à la justice au Cameroun, M. Laurent Esso, et autres secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, des journaux qui a d'ailleurs, nous fait-on lire, des révélations exclusives sur ce bras de fer, du moins ce duel à mort donc entre Esso et Ngongo sur l'affaire Cyrus Ngo. Africa Match, on vous l'a dit, tout aussi en kiosque matin, bonum fasciendum, malum vitandum, faire le bien. Le bien à faire, le bien à faire, le mal est à éviter. Le journal qui croit donc désormais savoir qu'il y aurait donc un matraquage et autres manips judiciaires pour plomber la dynamique nationaliste impulsée par l'actuel directeur général du port, qui je rappelle a pris fonction après donc avoir été donc entendu le week-end dernier du côté de Yaoundé. En tout cas, la communication du PAD restitue la vérité dans l'affaire Kanabois et sur les contrats engageant la sécurité de cet espace portuaire. Vous êtes avec nous en plateau. Alain Billon, on veut davantage en savoir. Où en est-on avec le dossier, l'affaire Cyrus Ngo? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une affaire bizarre qui part d'une dénonciation de Maître Atou, qui est un huissier et qui se prévaut être le liquidateur des biens, des actifs immobiliers de l'ex-ONPC, qui est l'Office des ports national des ports du Cameroun. Absolument. Il se trouve donc que
En ce moment, le directeur général du port autonome de Douala a donc trouvé utile de récupérer ce patrimoine-là parce que c'est un patrimoine portuaire. Et là-dedans, il y a eu beaucoup de malversations. Et Maître Atoudon, voyant que Cyrus Ngor sûrement va mettre à nu toutes ces malversations qu'il a trouvées dans la gestion de cet actif-là, de l'ex-ONPC, a donc voulu aller et très vite dénoncer tout ce que Cyrus Ngor est en train d'entreprendre pour nettoyer le port autonome de Douala. Il a parlé d'un marché qui a été justement octroyé à une entreprise de port sec, quelque chose de ce genre, et il a donc saisi le tribunal criminel spécial. C'est pour cela que la semaine dernière, le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor, a été convoqué dans ce tribunal. Tout à fait. Il y est allé, il a été entendu pendant pratiquement 13 heures de temps et il est ressorti de là. Il est venu. C'est vrai qu'il a été entendu comme suspect. Ça veut dire qu'il était nommément cité. Mais bon, on attend. Vous savez que ce qui est pendant, les problèmes qui sont pendant dans les juridictions, on ne peut pas tellement les commenter. On peut tout simplement restituer les faits tels que je l'ai fait là. Tout à fait. Et puis, bon, laisser la justice vraiment faire son travail. Parce que là, c'est une procédure qui est pendante. Qui est en cours. On risque d'influencer dans nos commentaires. Alors, il va falloir qu'on reste vraiment sur les faits. Absolument. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand je parle de matraquage et manip judiciaire, ça veut dire que, vous savez, ce n'est pas la seule chose. Il y a d'abord eu une condamnation, il y a, je crois, 2 semaines, contre M. Cyrus Ngor, toujours, contre une... Vous voulez dire un procès? Oui, oui. Dans ce procès, il a même été condamné. Dans l'affaire Canabois, il a été condamné à 6 mois avec des peines pécuniaires aussi. Et toujours des affaires attirées par les cheveux. C'est pour cela que je parle de la manipulation. Il y a toute une sorte... Oui, on veut le fragiliser. Parce que, voyez-vous, M. Cyrus Ngor a décidé de nettoyer le port. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, d'abord pour la sécurité portuaire, il a enlevé tous les gens qui étaient là-bas. Il a pris le bir. Parce que vous savez, quand Bolloré était au port autonome de Douala, tout passait par là, hein, les armes, tout passait par là. Mais aujourd'hui, il a quand même mis de la sécurité là-bas. Vous savez que quand quelqu'un tient votre port, il tient pratiquement votre sécurité. Parce que tout peut entrer par là. Et c'est pour ça que vous voyez, Bolloré a une grosse influence pour certains, comment on appelle ça, certains représentants ou alors certaines personnalités ou alors certains chefs d'État africains. Parce que quand il tient déjà le port, il sait qu'il vous tient. À tout moment, s'il n'est pas en odeur de sainteté avec vous, il va dégainer. Et c'est pour cela qu'il fait le chantage partout. Il a exploité le port pendant longtemps. Mais depuis 2019 que Cyrus Ngor a pris sur lui, et justement, il met là en musique les décisions de sa hiérarchie de nationaliser le port. Mais c'est tous les jours qu'il est dans des problèmes, qu'il est accusé de tout et de rien. Je trouve que cette fois-ci, justement, c'est une affaire de trop. Il va falloir qu'on laisse ce monsieur travailler. Pour une fois quand même, que les Camerounais soient d'accord que quelqu'un est en train de travailler. Il a présenté ses premiers résultats. Du moins, la RTC, la régie terminale à continent, a présenté les premiers résultats il y a quelques mois.
rien à envier avec ce qui était fait Juste- par le passé, alors qu'on est dans une période, on dira quoi, de vache maigre, puisqu'il y a le coronavirus. Il y Justement. a très peu d'activités à porter Juste- avec d'autres pays limitrophes, mais surtout aussi avec l'espace Europe et tout ce qui va avec. Justement, vous savez même que quand Cyrus Ngor, en tout cas, et son conseil d'administration, hein, et quand il crée la régie terminale à conteneurs, mais il baisse même d'abord les prix pour amener, faire, c'est-à-dire une sorte une façon de faire amener les gens au port autonome de Douala. Et non seulement le coronavirus arrive aussi, mais jusque-là, les résultats Les chiffres sont quand même assez oui, élogieux. plus important que ce que Bolloré voyait. Mais c'est pas... Il faut qu'on laisse même Cyrus Ngor à côté. C'est le port autonome de Douala appartient au Cameroun. Le Cameroun a décidé de rompre le contrat et que ça ne pouvait plus continuer de cette façon-là. Il va falloir que lui-même il gère sa chose. Mais pourquoi ça fait problème? C'est ça, c'est ça. Et nous voyons qu'avec ces matraquages-là, même les Camerounais sont même pratiquement dans le bain. Et on veut instrumentaliser la justice. Il va falloir que la justice reste juste. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux dire. Alors, on a véritablement la presse aussi qui est assez impliquée, effectivement, on dira, dans ce combat panafricaniste. D'ailleurs, le journal Mutation, qui remarque plus ou moins un jeu de ping-pong du côté du tribunal criminel spécial, un ping-pong à bon poids. Est-ce que cela voudrait véritablement justifier ce matraquage dont vous semblez interpeller tout à l'heure? Le journal Mutation a traité cette actualité d'une autre façon. Elle a essayé, d'équilibrer le traitement de l'information. Ça veut dire que quand vous regardez un peu, ils ont restitué les faits tels que le port autonome de Douala le dit. Et ils ont aussi interrogé le cabinet Atout pour savoir de quoi il est exactement question. Et je crois que, c'est une façon de traiter une information, mais nous autres, nous sommes des panafricanistes. Absolument. Donc l'action de Cyrus Ngor n'est même pas, on ne réfléchit pas sur cette action. On sait que nous, on a besoin que Bolloré, que ces institutions, en tout cas ces institutions internationales-là, nous laissent travailler. On le laisse travailler. Alors, on a vu une célérité quand même, nul autre pareil, avec laquelle on a géré le cas Cyrus Ngor, des convocations n'en plus fini, une presse qui parfois allait de main morte, parfois allait de main de fer, ça allait quasiment dans tous les sens dessus, sens dessous. Est-ce que cela laisse véritablement voir et transparaître une action quelconque pour écarter Cyrus du port autonome de Douala? Oui, ça allait très vite, parce que on s'attendait à ce que ce jour qu'on parle du Covid-Gate. Puisqu'il y a quand même des dossiers assez brûlants sur la table qui sont quasiment écartés. Qui sont prêts. Il y a des dossiers. Le dossier Covid-Gate est pratiquement en train d'être noyé. On n'en parle même plus. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et vous voyez directement, Cyrus Ngor sort d'une condamnation et le lendemain, il doit encore répondre à une convocation au tribunal spécial. Vous comprenez que là, les gens, c'est-à-dire les lobbies sont en train de travailler dans l'ombre. On veut le broyer, malheureusement, mais avant de le broyer, nous autres, nous on va dénoncer cela. Alors vous vous interrogez d'ailleurs dans votre journal en page 5 sur la question de savoir pourquoi Lazare Atou veut ternir l'image de Cyrus Ngor, une convocation du DG du PAD au TCS, une convocation invitant le directeur général du port autonome doit se présenter donc le 18 août dernier à la division du corps spécial d'officiers de police du tribunal criminel spécial, donc abondamment partagé sur les réseaux sociaux, une dénonciation de l'ancien gestionnaire des actifs résiduels de l'ex-ONPC. Est-ce qu'il y a véritablement comme une espèce de revanche pour lui, Lazare Atou, contre M. Cyrus Ngor? C'est de ça qu'il est question. Parce que Lazare Atou a géré justement les actifs de l'ex-ONPC. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien à faire au port
au port de Douala. Il a géré beaucoup de sociétés comme ça. Hein, et jusqu'à ce jour, on n'a pas, on n'a pas de résultat. On ne sait pas ce qui s'est passé de la gestion de ces anciennes sociétés de l'État. Mais il faut dire que au port autonome de Douala, Cyrus Ngo a, vous savez, il y a quelque temps seulement, la RTC a eu d'autres engins. Il est en train de travailler. Un matériel nouveau, en tout cas. On a tendance à ne pas voir ce que... Vous savez que quand vous avez des ennemis, quand vous dansez même là où il y a la poussière, dans la piscine, on dit que vous êtes en train de soulever la poussière. Et donc, on trouve qu'il ne fait absolument rien, que c'est des distractions. Le marché dont il est même question dans cette affaire. Mais Cyrus Ngo a payé, il a fait payer le marché sous comment dirais-je, sous les instructions de sa hiérarchie. Et maintenant, ceux qui ont gagné le marché sont allés acheter, c'est pas moi, des villages, je ne sais dans quelle ville. Mais en quoi ça engage ce monsieur? Si vous donnez le marché à quelqu'un et le marché est fait, est réalisé, il part maintenant, avec l'argent qu'il a gagné, il part s'acheter des villas et autres, ça vous engage en quoi? Mais ça, c'est vouloir chercher justement des calvities sur sa tête. Malheureusement, ils ne vont pas trouver. Nous avons confiance en notre justice et nous croyons que Cyrus Ngo va tenir et que la justice va dire le droit. Tout à fait. Et rien que le droit, en tout cas on sera rejoint dans le cadre de cette émission avec le concours de la technique du côté de Bamako par notre correspondant de ce côté, M. Monoko Toali, qui nous retrouvera le temps de faire le point justement autour donc, de ces clés disponibles désormais pour dynamiser la place boursière sous-régionale en zone SEMA, qui nous a d'ailleurs rejoint alors qu'elle peine à attirer les entreprises, la bourse des valeurs mobilières de la communauté économique et monétaire. Nous sommes avec le quotidien de l'économie et monétaire de l'Afrique centrale, a donc encore été présenté au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État, c'était le 18 août dernier, comme un instrument majeur pour le financement des économies. L'interview de Francis Bichoka, économiste, est à retrouver ce matin dans les colonnes de ce journal. Nous y allons cette fois-là du côté de l'Afrique de l'Ouest avec donc notamment la presse ivoirienne, l'Inter à l'occurrence, qui est en kiosque ce matin et revient autour de cette sortie de Pascal Affi N'Guessan sur cette crise donc au sein du Front populaire ivoirien. Affi, tout feu, tout flamme, le Conseil national de transition a été torpillé par Gbagbo, a-t-il laissé entendre. Je ne vois pas comment il peut réussir l'exploit de revenir au pouvoir, a précisé l'ancien Premier ministre sous le règne de Laurent Koudou Gbagbo. Le jour plus qui est en kiosque ce matin revient autour de cette crise au Front populaire ivoirien. Affi N'Guessan, dit le journal, déshabille Gbagbo. On a perdu le pouvoir parce que Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Il veut être le seul qui brille. Autant une sortie en tout cas qui a véritablement laissé voir et entrevoir une haine, une colère, mais surtout un Pascal Affi N'Guessan quasiment versatile. Monoko, nous vous retrouvons sur cette question depuis Bamako. C'est une information, du moins c'est une sortie qui était plus ou moins attendue. Comment avez-vous trouvé cette sortie de Pascal Affi N'Guessan au sujet de son mentor hier, Laurent Koudou Gbagbo? Est-ce qu'il a manqué là une autre occasion de gagner véritablement en hauteur Pascal Affi N'Guessan? Bonjour déjà. Oui, bonjour Fabrice et bonjour également à mon frère qui est à vos côtés pour cette émission. Pour ce qui est donc de l'actualité ivoirienne et surtout l'accent mis sur les différentes sorties de Pascal Affi N'Guessan, il faut simplement noter que c'est regrettable. Regrettable pourquoi? Parce que ces deux grandes personnalités de la politique ivoirienne au sein du Front populaire ivoirien ont fait chemin ensemble, ils ont quand même une histoire commune et il y a une confiance mutuelle qui avait été instaurée entre les deux pendant des années. Si toutefois il y a une crise interne, quelle que soit la forme des crises, chacune des parties doit aussi savoir raison garder, doit savoir aussi modérer son langage ou ses expressions pour que demain, puisqu'on est sur un terrain politique,
demain, ils puissent encore se retrouver. Même si aujourd'hui, la division était consommée, l'expérience politique nous indique que, surtout l'exemple de l'actualité politique ivoirienne nous indique qu'aujourd'hui, on peut être en désaccord, on peut même faire la guerre et demain se retrouver et s'embrasser comme ça a été le cas entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui prouve que demain, Pascal Affi N'Guessan et Laurent Gbagbo, par rapport à d'autres conjonctures futures, ne pourront pas se retrouver? Alors, c'est tout à fait regrettable, puisque de son côté, Laurent Gbagbo n'a pas été virulent, il a simplement parlé de la création d'un nouveau parti et qu'il laisserait le Front populaire ivoirien. Moi, je pense qu'à la matière, de côté, Affi N'Guessan devrait prendre du repli, laisser le temps et trouver les moyens de ne pas envenimer la situation et rentrer toujours dans l'esprit de consensus, d'entente et d'union. Mais avec ces genres de sorties qui sont donc relayées par les médias, la façon dont ils traitent aujourd'hui Laurent Gbagbo des dictateurs de tous les maux, c'est quand même déplorable pour l'image d'Affi N'Guessan et la carrure et la hauteur d'esprit dont il aurait fait. Car malheureusement, il ne l'a pas fait, il n'a pas été grand et c'est triste pour la Côte d'Ivoire, surtout pour lui. Et je ne crois pas qu'à long terme, il pourra encore rester l'homme fort de FPI parce que Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas simplement le FPI qui aime Gbagbo, mais c'est un homme des Ivoiriens. Sur cette sortie de Pascal Affi N'Guessan, on peut lire entre les lignes qu'il aurait une dent contre son mentor depuis la nuit des temps. Sinon, comment justifier aujourd'hui ces prises de position, mais surtout ces déclarations qui, pour beaucoup, sont quand même assez graves? Oui, grave, parce qu'il ne faut pas simplement dire quand même, mais c'est tout à fait grave parce que Laurent Gbagbo, c'est une icône de la politique ivoirienne. On peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer, mais personne ne peut lui nier cela. Laurent Gbagbo a été au cœur de la lutte pour l'avènement de la démocratie par le biais du pluralisme politique. Et Laurent Gbagbo est une icône, est une référence de la politique ivoirienne. Personne ne peut le nier. Alors, pourquoi aujourd'hui son compagnon, surtout l'homme à qui il a fait confiance, à qui il a donné la responsabilité de gérer le parti FPI, si Laurent Gbagbo à son temps n'avait pas donné quitus, Affi N'Guessan ne serait jamais président du Front populaire ivoirien. Ça, il faut quand même le souligner. Si Abdraman Sangaré et les autres n'avaient pas donné quitus, paix à son âme, les feux Bogadougou et les autres qui étaient là, s'ils n'avaient pas donné l'idée que Affi N'Guessan peut disposer du parti, alors il ne le serait pas. Donc, si aujourd'hui il est président du parti et qu'à partir de crise interne qui était supposée entre lui et les autres qui étaient vraiment liés à Laurent Gbagbo et qui ne voulaient pas faire des concessions avec le pouvoir parce que c'était dans le feu de la guerre. Donc, il fallait comprendre cette attitude-là, ce qu'on appelle aujourd'hui les gobans, les figures de Gbagbo, Laurent ou rien. Ils avaient leur raison. Alors, pourquoi est-ce que Affi N'Guessan s'acharne tant contre Laurent Gbagbo, tout ce qu'il n'a pas pu faire contre Alassane Dramane Ouattara? Alors, on peut donc imaginer l'idée que peut-être le plan qui était fait, que Gbagbo arrive et qu'on l'amène dans un conflit pro-FPI, tendance qui va avoir la direction du Front populaire ivoirien, et cela devrait l'amener devant les juridictions ivoiriennes. Et là, vous imaginez bien que Gbagbo Laurent ne s'en sortirait pas. Il a donc dévié ce plan. Alors, est-ce que c'est ce qui frustre? Est-ce qu'il y avait, comme par exemple, est-ce que le pouvoir avait donné toutes les garanties à Affi N'Guessan qu'il faut nous aider à détruire franchement Laurent Gbagbo, il faut détruire le Front populaire ivoirien? C'est des questions de fond parce que rien ne justifie l'acharnement de Affi N'Guessan contre Laurent. Cette grande personnalité, Affi aurait été grand en se réservant, en parlant peu peut-être du parti, mais en ne qualifiant pas Gbagbo de dictateur, de celui qui fait faire le culte de personnalité. Et si Gbagbo Laurent ne parle pas ou il ne le veut pas, personne. Mais sans Gbagbo, Affi ne serait pas président du pays. Quand même, il faut le reconnaître. Il a fallu que Gbagbo Laurent ait donné son culte, sinon quelqu'un d'autre aurait été président du pays, non Affi N'Guessan. Donc, je crois que
ce qu'il dit est très gravissime et c'est surprenant parce que Afi lui-même l'a dit, et je sais de quoi je parle, que si Laurent venait, je lui donne le parti s'il le veut. Laurent n'est pas candidat au Congrès, ça c'est en 2014, mais si lui-même il était candidat, que j'en étais convaincu, je n'hésiterais pas de lui laisser la place. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui tout cet acharnement contre Laurent Gbagbo? Personne ne peut le comprendre, mais il faut que Laurent Affi-N'Guessan comprenne que, quel que soit leur divorce, ils sont des grandes personnalités politiques, ils pourront se retrouver d'une manière ou d'une autre, comme Alassane Ouattara et Gbagbo se retrouvent aujourd'hui, et Affi de mettre un peu d'eau dans son vin. Sur ce plateau, Monoko, nous restons avec vous pour tenter de comprendre effectivement cet acharnement. Et là, les propos, les mots sont les vôtres de Pascal Affi-N'Guessan sur son mentor d'hier. À l'écouter, la pomme de discorde serait effectivement cette présidence du parti, du moins après son acquittement du côté de la Cour pénale internationale. Il le dit, je le cite dans cet entretien, qu'il avait d'ailleurs proposé au président Laurent Gbagbo de prendre la présidence du parti et lui occuperait effectivement le siège, du fauteuil au siège. Il le dit et qu'il aurait fait assez de concessions, mais que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas écouté, se serait mis en marge des textes et lois du parti, du Front populaire ivoirien, dont il est plus ou moins, selon ses dires, cofondateur, du moins fondateur au même titre que Laurent Gbagbo de cette formation politique-là. Et vous savez, on peut dire qu'on est fondateur, on n'est pas fondateur, ça c'est des débats qui n'ont pas de façon nulle part dans les publications, dans tout ce qu'on dit, on ne retrouve pas les traces de Afi parmi les fondateurs du Front populaire ivoirien. Donc ça, c'est pas un débat. Et c'est pas aujourd'hui, au moment où il est à mal avec Laurent Gbagbo, qu'il va parler de avoir été fondateur. Les Simone et Yves Gbagbo, les fondateurs du FPI, ils sont connus. Donc ce débat ne m'intéresse pas et ne pouvait pas intéresser les Ivoiriens au sens plein du terme. Ce qui est important à souligner ici, c'est que les Ivoiriens attendaient de Affi-N'Guessan un grand homme et non celui qui va fragiliser Gbagbo, parce que Gbagbo, Laurent Gbagbo, en revenant de la CPI, il ne vient pas de l'aventure. Le président Laurent Gbagbo vient de la CPI. Il a subi les bombes, il a été maltraité. Il y a d'abord eu la rébellion de 2010, qui a vraiment fragilisé la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a perdu ses illustres compagnons comme Bogadoudou. Il a eu beaucoup de choses. Et la guerre de 2010-2011 l'a vraiment secoué. On ne peut pas. Gbagbo, s'il ne voulait pas de la Côte d'Ivoire, il aurait certainement renoncé, il aurait certainement démissionné de son pouvoir et donné le pouvoir à qui de droit. Mais il a dit non. Au nom de la Côte d'Ivoire, je résiste à la France. C'est la France et la rébellion qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Affi-N'Guessan le sait. Ce n'est donc pas lui, il est mal placé pour traiter Gbagbo Laurent de cette façon. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, on l'aurait accepté, on l'aurait admis, mais pas lui, Affi-N'Guessan. Sa lecture est une mauvaise lecture et vraiment c'est dérangeant que ce soit lui qui malmène Gbagbo Laurent de cette façon. C'est triste, il faut le dire, Fabrice, parce que si aujourd'hui Laurent Gbagbo doit être malmené, il faut que les gens du RDN le malmènent, les gens du pouvoir le malmènent, l'accusent de tous les noms, mais pas celui qui l'a porté à bras le corps comme Affi-N'Guessan pour le tutoyer jusqu'au point et lui faire comprendre. Donc ici, on peut supposer, de mon point de vue, que sûrement il y avait eu certainement un deal entre Affi-N'Guessan et le pouvoir, et ce deal a été déjoué. Malheureusement, il ne sait plus à quoi se vouer. C'est comme si quelqu'un qui se noie peut attraper toutes les herbes sous qui flottent au-dessus de l'eau, mais ça ne peut pas sauver la personne. Laurent Gbagbo a décidé de se retirer du FPI. Ça aurait dû aider Affi-N'Guessan d'être fier, d'être content. Quelqu'un vous donne le parti gratuitement et vous vous acharnez contre lui. Affi disait qu'il était président du FPI. On lui donne le FPI, il cherche quoi encore? Logiquement, il devrait accepter le principe, puisqu'on lui a donné le parti. Il devrait s'en réjouir, il devrait remercier Gbagbo, il devrait les féliciter. Mais pourquoi s'acharner contre lui? Alors là, il y a un débat de fond, et vous faites donc bien de poser cette question, mais c'est triste, et c'est triste à remarquer, et ce n'est pas une grandeur pour Affi-N'Guessan. Retour en plateau avec vous, Alain Billon, sur cette grande question.
On a suivi avec beaucoup d'intérêt, monsieur le directeur général, depuis Bamako. On a l'impression, ça reste mon impression, peut-être l'impression de plusieurs téléspectateurs qui nous suivent actuellement à la maison, que Pascal serait en mission commandée pour véritablement déshabiller, dans le sens premier comme dans le sens second du terme, le président Laurent Gbagbo. J'ai du mal à commenter cette actualité parce que je trouve que Pascal Affi-N'Guessan, laissons même la politique, mais humainement parlant, il est même ingrat. C'est pas lui qui devait faire ça. Et c'est ce genre de comportement qui fait en sorte que certaines personnes sont devenues difficiles parce que il sait que bon, quand tu aides quelqu'un, ce qu'il va te renvoyer, c'est de l'ingratitude. Voyez-vous, Pascal Affi-N'Guessan, c'est qui? Sam Gbagbo. Aujourd'hui, il dit qu'il est cofondateur, patati patata. Mais il y a un fondateur du FPI que tout le monde connaît. C'est Laurent Gbagbo. Mais il l'a même laissé avec le FPI. Où est encore le problème? Mais s'il est en mission, vraiment, je suis déçu. Mais il avait déjà commencé parce que quand Gbagbo était encore en prison, son rapprochement avec le pouvoir en place faisait déjà que quelqu'un de peu contrôlable, quelqu'un avec qui on ne pouvait pas faire confiance. Aujourd'hui, il est en train de prouver justement que quelque part, Laurent Gbagbo s'est trompé de mauvaise foi en lui faisant confiance. Aujourd'hui, il a retiré sa confiance. Laurent Gbagbo ne parle plus de lui, mais il est toujours là accroché sur son pantalon en train de le tirer vers le bas. Pendant que lui, Laurent Gbagbo, lui, il veut avancer. Il lui a laissé le FPI. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il lui a laissé le parti. C'est pour faire comprendre que vraiment, Pascal Affi-N'Guessan, ce qu'il est en train de faire là, c'est les derniers soubresauts. C'est la dernière fois qu'il soit encore quelqu'un de respecté en Côte d'Ivoire parce que finalement, il est en train de ternir lui-même son image. Pendant qu'il est en train de parler de Gbagbo, lui, il est en train de prendre de l'ampleur. Au fur et à mesure qu'il parle de lui, les cadres du FPI sont en train de le laisser, de l'abandonner pour rejoindre Gbagbo. C'est Gbagbo qui a la vision du FPI. On l'a laissé une coquille vide. Pourquoi il s'en plaint aujourd'hui? Il a dit que non, le FPI c'est pour lui, comme Gbagbo est venu, il doit... Non, Gbagbo a donc démissionné, il a dit qu'il va créer un autre parti politique. Où est donc le problème aujourd'hui? Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Tout à fait. Monoko, on vous retrouve puisqu'on va tenter de sortir de cette actualité-là. Alors, quand on écoute Pascal Affi-N'Guessan dans son discours d'aujourd'hui, on a tenté de dire que c'est un homme politique purement versatile. On ne sait pas si on l'aura finalement, peut-être la question, elle sera à voir l'ambiance sur cette question donc de Pascal Affi-N'Guessan, complètement versatile, qui a du moins des difficultés à garder une ligne de conduite, un schéma de pensée assez objectif, puisque les cas, du moins les faits étant assez têtus. Alors, dans cet entretien d'ailleurs qu'on a suivi, il veut désormais remobiliser au sein du Fonds populaire ivoirien, dit-il, qui est davantage acquis à sa cause. Est-ce qu'on peut parler désormais d'un homme politique sans conviction, parlant de Pascal Affi-N'Guessan? C'est de ça qu'il est question. Merci pour votre chute. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous ne pouvez pas être... On dit ballottant, c'est-à-dire ballottant, c'est-à-dire vous ne pouvez pas manquer de consistance jusqu'à ce niveau. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand vous faites ça, personne d'autre ne vous fera confiance. Tout à fait. Même ceux qui vous envoient savent que vous êtes une personne qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Mais aujourd'hui vous êtes ici, demain vous êtes là, mais il n'est pas contrôlable. Et je l'ai déjà dit ici. On croit peut-être que la politique c'est une affaire où
quand il faut être malhonnête. C'est faux. La politique a des règles. Vous savez où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui? Très loin en exil. C'est pour cela que il ne faut pas être quelqu'un qui trahit. La trahison, que ce soit en politique, que ça, dans la vie tout court, est quelque chose de très grave. Si vous trahissez aujourd'hui, demain on va vous trahir. C'est comme ça. Donc là où, c'est pour ça que je dis que Pascal Affi-N'Guessan est en train de tuer son avenir politique. Est-ce que cette sortie de Pascal Affi-N'Guessan, je ne sais pas si on a Monoko Toali, est-ce que cette sortie de Pascal Affi-N'Guessan a du moins réduit à votre avis et à votre sens considérablement l'image et la considération que l'on avait de Laurent Kodo Gbagbo? Du tout. Du tout. Ça n'a absolument rien fait parce que Laurent Kodo Gbagbo reste, lui ne parle plus de Pascal Affi-N'Guessan. Ouais. Je crois qu'il n'a même jamais parlé de lui. Hein? Du tout. Ce que Laurent Kodo Gbagbo a fait, c'est de dire que bon, lui, il va créer un autre parti. C'est tout. Mais Pascal Affi-N'Guessan croit que avec des basses manœuvres, il va réussir à salir Laurent Kodo Gbagbo. C'est bon. Vous savez, Laurent Kodo Gbagbo revient de très loin. Et là où il est là, il est comme un messie. Il est comme un miraculé. C'est un revenant. Et donc, il faut faire très attention de le prendre, de vouloir le salir. Il a été sali au plus haut niveau, mais il est allé jusqu'à là, il a affronté le droit, il est sorti vainqueur de là. Monoko, la même question, je vous la pose. Quand on lit véritablement, on fait une lecture géopolitique de cette sortie, alors sous le prisme d'un politologue, on a plus ou moins l'impression que cette sortie de Pascal avait pour seul leitmotiv de décrédibiliser davantage Laurent Kodo Gbagbo, parce qu'on le sait au sein de ce qui convient d'être désormais appelé ex-Front populaire ivoirien, puisque ça n'existe désormais que sur une enveloppe. On a une remobilisation des sympathisants qui veulent véritablement rejoindre la nouvelle chapelle de Laurent Kodo Gbagbo. Est-ce que cette sortie de Pascal avait pour seul objectif désormais de le décrédibiliser lui? Non, vous savez, on peut peut-être utiliser beaucoup de vocabulaire en pensant que ce que Affi dit pouvait impacter négativement l'aura ou la crédibilité de Laurent Gbagbo, mais c'est faux, c'est bien au contraire. Vous savez, quand quelqu'un a eu un procès qui a été diffusé et que le monde entier a suivi, qu'est-ce qui est plus important en termes d'opinion que ce que dit Affi en interne en Côte d'Ivoire et surtout au sein du FPI? Quel est l'impact que ça peut avoir? Donc, Laurent Gbagbo a déjà fini avec tout ce qui pourrait être l'opinion, une grande opinion au niveau, on peut même appeler ça l'opinion mondiale. Son procès a été diffusé en direct. Toutes les télévisions ou toutes les télévisions qui en ont diffusé a permis au monde entier de suivre qui est Gbagbo. On ne crée pas un nouveau Gbagbo aujourd'hui parce qu'il est revenu et qu'il y a un souci du Front populaire ivoirien à qui va parler que ça allait apporter un coup sur Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Encore là, un autre élément qui pourrait ici démontrer que ce que dit Affi ne peut pas impacter sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a connu quand même une rébellion qui a été commentée, soutenue par la France, et pendant plus de 8 ans, de 2002 à 2010, l'opinion internationale, tous les médias du monde se sont focalisés sur la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas réduit la qualité, la valeur, la grandeur de Laurent Gbagbo. Il y a eu la guerre de 2010-2011 que le monde entier a suivi, a été commenté. L'ONU était en Abidjan. Tout le monde, même l'ONU a proclamé les résultats de ces élections. La guerre a été faite. La France est venue bombarder la Côte d'Ivoire. L'armée française y était. Sarkozy a pris position. Qu'est-ce qui était plus important comme langage, comme propos que ce que dit aujourd'hui Affi-N'Guessan? Donc, moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se perde dans les vocabulaires qui voudraient ici Affi déshabiller Gbagbo, mais Gbagbo qui est parti à la CPI n'a pas été déshabillé au niveau international. Ce n'est pas un de ces petits qui va le déshabiller. Donc, voilà. Moi, je dis simplement qu'on retrouve l'esprit des hommes politiques qui animent notre pays, et que Affi, grâce à Gbagbo, désormais fait partie des animateurs de la politique ivoirienne parce que c'est Gbagbo qui lui a donné la chance d'être président du Front populaire ivoirien. Je reviens sur ça.
Si Gbagbo n'avait pas accepté que Afi soit président du pays, il n'en serait jamais. Ça, c'est clair et net. Alors, même ça a créé des divergences sur le choix d'Afi, a mis mal à l'aise le propre populaire ivoirien à un moment donné. Alors, si c'est lui qui, aujourd'hui, insulte Gbagbo, parle mal de Gbagbo, il réduit son aura lui-même à Afi. Il se ridiculise. Et Fabrice, tenez bien, d'ici 3, 4, 5, 6 mois, si Gbagbo crée son parti, Afi Guessan aura vraiment des gens qui vont l'abandonner et qui vont revenir à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un homme des pays, c'est l'homme des paysans ivoiriens, c'est l'homme des intellectuels ivoiriens, c'est l'homme des étudiants ivoiriens, c'est l'homme de tous les Ivoiriens, de toutes les classes ivoiriennes. Laurent Gbagbo a été une référence et grâce à lui, le pluralisme politique aujourd'hui, on le dit en Côte d'Ivoire et entre guillemets, on parle de la démocratie. C'est aussi lui, une référence panafricaine, parce qu'il dit qu'il n'est pas président sous-préfet de la France, il est président de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas se soumettre au dictat de la France. Voilà ce qui lui a valu tout ce tort-là, et qu'on puisse l'enlever pour mettre l'homme de la France qui est Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est connu. Donc, ce n'est pas Afi Guessan qui peut déshabiller, discréditer Gbagbo ou lui enlever sa valeur. C'est bien au contraire. Afi se minimise, il se ridiculise, il s'expose et il prouve à tout le monde qu'il était vraiment en mission de nuisance à Gbagbo et destruction du parti de Gbagbo. Mais malheureusement, ça n'a pas évolué. Laurent Gbagbo, le génie politique, a compris qu'il fallait trouver un autre chemin, créer un nouveau parti. Allez, merci à vous, très cher monsieur. On y va donc au Togo cette fois-là pour rendre cette actualité de liberté qui revient sur cette société, donc cette société des postes au Togo. Un ancien ministre béninois, beau-frère de Sina Laousson, est donc nommé président du conseil d'administration, poste de souveraineté donc pour un pays local, une actualité qui passe pas très bien du côté du Togo, nous fait dire le journal Liberté qui est en queue ce matin. Le Mali avec le Témoin qui est en queue ce matin évoque dans le discours du bilan, du moins sans bilan de Assimi Goïta, à un an après donc eh bien, le coup d'État donc, du 18 août 2020, entre refus d'auto-évaluation et volonté de demeurer aux affaires, affiche le journal Le Témoin. Et nous vous retrouvons donc, puisque vous êtes le témoin oculaire de ce qui s'est fait à Bamako, Monoko Toali, sur cette crainte donc, du journal Le Témoin qui est en queue ce matin, qui revient et retrace effectivement cette sortie du président de la transition du côté du Mali. C'était le 18 du mois en cours. Le journal croit donc désormais savoir que Assimi Goïta aurait effectivement sciemment évité d'évoquer son bilan depuis la prise de fonction pour selon le journal, créer une véritable passerelle pour une prorogation du mandat de la transition du côté du Mali. Oui, Fabrice, ici, ce dont tout le monde s'attendait, c'était que les autorités en place ici qui avaient donné l'espoir, parce que c'est eux qui avaient soutenu la mouvance démocratique, si on pouvait l'appeler comme ça, de façon péjorative, mais en réalité, ceux qui combattaient le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, à la dernière minute, ont été aidés par l'armée. Tout le monde au départ pensait que l'armée était intervenue pour éviter l'affrontement entre les deux partis, c'est-à-dire les pro-Ibeka et les anti-Ibeka. C'était la première idée. L'armée se prononce pour dire oui, nous sommes venus parachever, finaliser l'action du M5 RFP. Du coup, on a pris du réserve. Mais en même temps, dans la lutte panafricaine où les gens dans les rues dénonçaient le fait que la France, qui est à la base de la rébellion qui fait du mal au Mali, alors l'armée qui est venue au pouvoir devrait revoir les accords entre le Mali et la France. Ça n'a jamais été donc le cas, on n'en parle pas. Maintenant, le bilan lui-même, il n'a pas parlé du bilan, parce que c'est là qu'on l'attendait. Ibeka ne faisait rien, il a été traîné dans toutes les boues, il a été souillé, il a été renversé. Après lui, il y a quoi? On se rend ici compte qu'on est dans un saut dans l'inconnu. Dans un saut dans l'inconnu parce que la gravité de la situation sécuritaire, chaque jour que Dieu fait, il y a des civils qui meurent, il y a des militaires qui meurent, même aujourd'hui dans la zone de Mopti et à côté de Douazan,
Fana et d'autres régions et d'autres zones sont minées par le terrorisme. L'armée n'a pas encore eu la capacité de gérer cela, de circonscrire cela. La question des enseignants, l'article 39, fait couler de l'encre, pas de solution. On a le panier de la ménagère qui coule chaque jour que Dieu fait. On fait du tapage par rapport à la lutte contre la corruption, mais on ne nous a pas encore attrapé un gros poisson. Le problème de Birama Touré, le journaliste, évidemment, il y a eu des interpellations dont l'ancien DG de la sécurité d'État et le fils d'Ibeka en Côte d'Ivoire, et la suite, on ne connaît pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que du coup, le bilan est positif? Est-ce que la transition a bien fait déjà ici? Fabrice, nous sommes vraiment, on nous laisse à notre fin. Et on peut donc imaginer aujourd'hui l'équation de la prolongation, parce qu'il y a des associations, des mouvements qui naissent ici de soutien à la prolongation de la transition, mais ces mêmes associations ne nous ont pas encore dressé un bilan. Est-ce que le bilan est positif? Il est négatif? Qu'est-ce qui peut justifier le report de la transition? On est dans la problématique. Malheureusement aussi, le Premier ministre qui était très dur dans les rues, qui était l'homme de poigne sur qui tout le monde comptait, Fabrice, une fois il est arrivé aux affaires, il a changé carrément de langage. Il n'est plus l'homme qui était très dur contre la CEDEAO. Il n'est plus très dur contre la France. Il n'est plus très dur par rapport aux accords. On est resté dans une logique politique et il a balancé un programme d'action gouvernementale qui va exiger 2 milliards 800 millions de francs CFA, 2 000 milliards 50 milliards, 2800 milliards de francs CFA, alors que le budget même c'est 2080 milliards et 2800 milliards. Alors là, on est mis devant un fait incompris par Fabrice. Les autorités n'ont pas parlé de leur bilan. La transition, sa prolongation, on a murmure. Si les gens crient, il faut quand même dire qu'il n'y a jamais fumé sans feu. C'est triste, mais c'est un constat, Fabrice. Le tandem qui est en place du côté de Bamako voudrait effectivement être évalué sur la base de ce plan d'action gouvernemental que vous avez d'ailleurs su évoquer, qui revient sur des piliers assez fondamentaux. On attendra de voir, mais je voudrais singulièrement avoir une réaction de vous, monsieur le directeur, autour donc de ces regroupements qui sont naissants dans votre pays. Tout à l'heure, vous avez semblé les évoquer, ceux qui sont en faveur d'une prolongation de mandat et ceux qui sont véritablement à l'encontre. D'ailleurs, un nouveau regroupement a d'ailleurs vu le jour, qui est donc composé de l'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, ses alliés de la majorité présidentielle derrière, à savoir l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, le Parti socialiste Yélé Koura, l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques. Bref, c'est un véritable cocktail de formation qui était jadis, qui formait effectivement ce qu'on appelle chez vous la majorité présidentielle aujourd'hui, qui veulent faire un blocus, du moins veulent faire un bloc pour éviter véritablement cette prolongation du mandat. Si l'on en arrivait là, est-ce que ce serait un retour à la case de départ, Monoko Touali? Fabrice, nous dormons déjà dans la case du départ. Ce n'est pas un retour, nous sommes déjà à la case du départ. Rien n'est fait. Et rien ne s'est fait. Parce que le problème du Mali, c'est la sécurité. La sécurisation du pays n'a pas encore été une priorité. Les gens ne peuvent pas circuler. Il y a des gens comme kidnappent le rappeur dont on avait parlé à un moment donné. On n'a pas trouvé le rappeur jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnalités qui ont été enlevées, qu'on ne les retrouve pas. Il y a quand même les morts qui se comptent chaque jour que Dieu fait. On n'a pas quand même ici un bilan qui peut nous rassurer ou bien une action qui pourrait rassurer pour dire que quelque chose est fait. Et maintenant, les partis politiques qui réclament le fait que le délai soit respecté, ils n'ont peut-être pas tort parce que c'est au départ qu'il fallait croiser franchement le fer avec la CEDEAO, refuser tout et demander 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas vers la fin de la transition qu'il faut aussi imaginer la prolongation de la transition. Mais il faut prolonger la transition sur la base de quels résultats? Voilà le vrai débat. Le principe serait bien, parce qu'il faut quand même qu'un jour on mette fin au désordre au Mali, à l'intervention militaire au Mali. Alors pour cela, il faut que tout le monde se retrouve pour tout éponger pour créer un nouveau Mali. Pour créer un nouveau Mali, ça va prendre du temps. Mais est-ce que c'est la transition qui va créer ce nouveau Mali ou bien le parti, ou bien le nouveau pouvoir? Or,
rapport, la feuille de route de la transition, la charte de la transition et tout ce qui avait été compté par rapport à la mise sur la place de la feuille de route de la transition, il était dit qu'il faut 18 mois, qu'il faut que les élections s'organisent et que le pouvoir légitime, légal, va gérer le Mali. Est-ce que la transition se met désormais dans la peau de la gestion du Mali en lieu et place d'un parti politique? C'est le débat de fond. Mais, Fabrice, on est déjà à la carte du départ et il faut aussi penser à l'horizon que les partis politiques, la société civile, les pro-transition et les anti-transition vont se retrouver et bientôt la rue va sonner ici au Bamako. Avec certainement l'imam Mahmoud Dicko. Alors, monsieur le directeur, je voudrais cette fois-là que nous sortions de cette actualité malienne avec cette question de ce risque d'implosion au sein de l'URD qui veut véritablement s'investir pour la présidentielle en 2022. Et d'ailleurs, la presse locale en parle. L'Aube qui est en kiosque ce matin évoque donc, du moins s'interroge, s'il faille donc avoir un consensus ou alors tout doit voler en éclats. Consensus donc ou implosion, s'interroge donc l'Aube qui est en kiosque ce matin au sujet effectivement de cette présidentielle à venir en 2022 avec donc la formation de l'URD et l'enquêteur en parle effectivement ce matin. Candidature au sein de l'URD, ça passe effectivement ou ça casse pour cet homme, du moins de l'ancien Premier ministre Boubou, qui joue donc effectivement son va-tout. Nous sommes avec le journal L'Enquêteur. Il faut dire que le 20 août dernier, le bureau exécutif de l'URD a donc tenu une réunion extraordinaire. Cette rencontre attendue par les militants avait pour objectif de discuter, de prendre des mesures en vue de l'organisation d'une conférence nationale de cette formation politique. Les camarades de Soumaïla Sissi ont également échangé sur les critères et le mode de désignation des candidats à la candidature du parti à l'élection présidentielle 2022. Sauf qu'au sein de l'URD, la guerre des tranchées entre les probables candidats a d'ores et déjà commencé. Le parti de Soumis, entre guillemets, celui qui est considéré comme le Soumis champion, s'acheminerait-il véritablement à une implosion ou ses responsables arriveront-ils à faire preuve de sagesse et de responsabilité pour trouver un consensus? Autant d'interrogations que formé derrière le journal L'Aube qui est en kiosque ce matin. Alors, Monoko, nous vous retrouvons autour de cette formation politique qui joue quand même un rôle assez prépondérant sur la scène politique du côté du Mali, mais qui a du mal à se définir, à connaître qui devra effectivement être, permettez-moi d'emprunter cette expression, être le porte-étendard de l'URD pour la présidentielle à venir en 2022. Ça se discute entre Soubi, mais surtout Boubou Cissé, qui devra finalement porter, effectivement, à arborer plus haut l'image de l'URD à cette élection présidentielle. Oui, Fabrice, il faut d'abord faire noter que l'URD est l'un des grands partis politiques maliens. Il a été ce parti de référence dans l'opposition et c'était même le porte-chapeau, pour ne pas dire l'étendard ou porte-drapeau de l'opposition malienne. Ça, c'est pas contesté. Et surtout que Feu Soumaïla Sissé était une personnalité politique, quelqu'un intellectuellement aussi très assis, avec son portefeuille relationnel, avait vraiment tout fait pour accroître son parti, l'URD. Malheureusement, avec sa disparition, c'est comme si la maison est restée désormais orpheline parce que personne n'avait imaginé sa disparition. Personne n'avait imaginé, on pouvait penser peut-être imaginer le fait que Soumaïla Sissé ne soit pas élu, mais qu'il meure, personne n'avait fait ce calcul. Et même lorsqu'il a été libéré et qu'il était venu, on n'a pas pensé aussi qu'il partirait aussitôt de cette façon. Il est parti malheureusement, le parti est resté donc un parti orphelin, il n'a pas donc de truc. Alors aujourd'hui, les élections se pointent à l'horizon, on va penser par rapport au mois de février, les prochaines élections, il faut choisir quelqu'un. Le débat s'impose et c'est de bonnes guerres, Fabrice. Quand les gens veulent être candidats, il faut donc se chamailler, se frapper. Mais l'URD a quand même été un grand parti. Il faut espérer qu'il va transcender les divergences, il va appliquer les tests, il va arriver au consensus. Ce qui est peut-être dérangeant, c'est que tout parti a quand même des règles, des exigences, et donc il faut retourner aux exigences, et surtout que Boubou Cissé, c'est lui qui a été renversé par les militaires. Alors,
comment encore, il faut peut-être, comment pourrait-on espérer que lui, il soit désormais le président du Mali? C'est comme si ceux qui avaient chassé Ibeka avaient mis un pion qui serait Boubou Cissé dans le cas d'Ibeka pour le détruire. Parce qu'on ne peut pas renier un régime avec son premier ministre à chaud, lui-même qui a même été arrêté à Kati pendant des temps, et il sort, il va être président d'un parti qui était farouchement opposé au parti d'Ibrahim Bakar Keïta. Est-ce que Dr Boubou Cissé était un émissaire injecté au sein du pouvoir pour détruire le pouvoir et accuser le pouvoir et pour le faire tomber et lui revenir aux affaires? C'est vraiment la question de fond. Parce qu'un premier ministre qui vient d'être renversé à chaud se retrouve dans la typo de ceux avec qui il gérait. Parce que l'opposition réelle au Mali, c'était l'URD. On renverse à peine Ibeka et le premier ministre de Ibeka devient le candidat du parti qui a renversé Ibeka, c'est-à-dire qui est sa farouche opposition. Alors, est-ce que le docteur Boubou Cissé était en mission, puisqu'il avait été choisi par les informations qui lui sont lui cachées par Mamoudou Diko? Mamoudou Diko, c'est lui qui a marché dans la rue pour renverser Ibeka. Est-ce que Mamoudou Diko avait amené un émissaire, c'est-à-dire un verre dans le fruit du parti d'Ibrahim Bakar Keïta et le ranger de l'intérieur et après revenir à la surface pour dire non, moi je vais être président de la... Ça sonne mal du point de vue logique, mais l'URD étant un grand parti, les responsables aussi ont leur choix. S'ils estiment normal que Boubou Cissé soit leur candidat, ils le feront. S'ils estiment que d'autres qui sont aussi non le moindre dans le parti, ils peuvent les choisir, mais Fabrice retient que ici, on s'est toujours attendu pour trouver des solutions aux problèmes internes. Monsieur Monoko, on se donne rendez-vous très prochainement puisqu'on est arrivé au terme de cette émission. Très bonne journée à vous, monsieur le directeur général. Oui, merci. Vraiment, c'est à moi qui suis très heureux qu'on arrive. Malheureusement, on a pris beaucoup de temps. Allez, malheureusement, on ne pourra pas donc sur ce mot de fin. Alain, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle, votre journal Afrique en marche est donc en kiosque ce matin et vous, pardon, ce matraquage et autres manipes judiciaires donc, pour plomber la dynamique nationaliste impulsée par Cyrus Ngo au port de Douala. Oui, je dois dire à la fin de cette émission que je dois d'abord dire merci au DG Monoko Toalé du Mali, du côté du Mali, qui nous a fourni vraiment des analyses assez croustillantes de l'actualité malienne. Et vous savez, c'est qu'il vit au Mali. Et donc, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Absolument. Et je lui dis vraiment merci. Je crois qu'on a fait toute l'horloge. On sera encore là. Merci à vous, Alain Billon. Merci également à ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis dans le cadre de cette autre édition de la Grande Tribune. Demain, lorsqu'il sera 9h GMT, nous y serons encore. Portez-vous bien. Très bon suivi des programmes sur Afrique Média.